Je suis entrepreneuse de pompes funèbres, plus communément croque-mort. Et il me plaît plutôt de dire accompagnante de familles endeuillées ou organisatrice des derniers voyages. Eh bien, regardez de ton côté. Il était important pour moi d'offrir un lieu, que les proches puissent venir se recueillir de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, dans un lieu cosy, dans un lieu chaleureux. Ouais. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est parfois autour d'un lit, et non pas d'un cercueil, que les proches se réunissent. Laura Proietti met sa chambre funéraire à disposition de clients qui se suicident avec l'aide d'Exit et qui ne peuvent ou ne veulent pas le faire à domicile. On ferme la porte maintenant ? Certes, ce n'est pas elle qui délivre la potion létale, mais assister à une mort programmée, même pour une professionnelle des pompes funèbres, c'est particulier. Quelque part psychologiquement, on essaye de s'y préparer en amont. Il faut avoir conscience qu'on est présent au moment où une personne se suicide. Donc le moment est aussi violent que doux, parce que l'accompagnement, le geste reste délicat. Le départ se fait tout en douceur. Et en parallèle, on a conscience que ça reste un suicide. Le mot est dur, mais c'est ce qu'il en est. Il est important pour moi de faire comprendre aux familles que je respecte la décision, notamment de la personne qui procède au geste, et que je suis avec eux, je suis à leur côté pour cette étape qui est particulièrement émouvante. C'est à la Chaux-de-Fonds, dans les locaux des pompes funèbres Proietti, que David et Xavier Humer ont été témoins de la mort de leur maman avec Exit, une association d'aide au suicide. Elle avait 71 ans. Pour raconter leur histoire, ils ont accepté d'y retourner. Ouais, ça fait quand même bizarre d'être là. Hein. En fait, ma maman était vivante et puis elle s'est installée sur ce lit, puis on l'a vue mourir là. J'avoue que ouais, c'est assez impressionnant de revoir ça. Maintenant, ça fait bientôt 8 mois. Mais ouais, c'est prenant. Je pense que c'est difficile de mesurer le moment présent dans une telle circonstance, d'arriver ici avec une personne qui marche tout à fait normalement, avec qui on peut presque encore à la limite plaisanter, et puis savoir que sa maman, dans quelques minutes, heures, sera morte. Il y a ceux qui décident de partir, et puis il y a ceux qui restent. Les frères Humer ont vécu chacun à leur manière le choix de leur maman. Une maman qui avait quitté mari et enfants lorsqu'ils étaient petits. Pour David, l'aîné, catholique pratiquant, ce fut d'abord la révolte. Elle nous a dit j'aimerais bien que vous veniez avec ton frère, j'ai quelque chose à vous dire. Et on s'est donné rendez-vous un lundi soir, si je me souviens bien. Et on est arrivé et elle n'y est pas allée par 4 chemins. Bonjour, asseyez-vous. Et elle nous a annoncé, j'ai décidé de partir avec Exit. Alors là, mais vous vous dites, il va y avoir un délai, il va y avoir un certain temps. Et ce sera mercredi prochain à 9h. Sur le coup, il y a eu un long silence pendant à peu près un quart d'heure, où il y a tout qui bouge dans votre tête. Et avec mon frère, c'était vraiment un choc. En fait, où on vous dit, la fin, c'est la semaine prochaine, mercredi à 9h. Avec Xavier, vous avez réagi de manière tout à fait différente. Vous avez eu d'abord
après la sidération, un immense sentiment de colère. Oui. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Alors, je pense qu'on va aller dans la psychologie de comptoir, quelque part. Il y a effectivement le fait qu'elle nous avait, entre guillemets, abandonné une première fois, et elle va nous abandonner une deuxième fois, en partant comme ça. Et là, je pense que c'était le petit enfant qui parle. Et puis après aussi, tout le côté, un peu l'égoïsme de cette décision. Voilà, j'ai décidé, je m'en vais, et puis vous vous démerderez pour gérer le tout, quoi. Les problèmes administratifs, les émotions, les relations avec les autres, tout ça. Voilà, moi je tire la prise, et puis vous éteindrez et vous fermerez la porte en partant. Vous savez que mon frère a réagi un peu par de la colère, hein, et puis pour ma part, je me suis plutôt approché d'elle, et puis je lui ai pris la main, et puis je savais pas tellement quoi dire, mais là je me suis dit, voilà, cette décision est prise, et puis ce qui me reste à faire, c'est l'accompagner jusqu'au bout. Si elle est bien avec cette décision, eh bien, je n'ai qu'à l'accepter. C'est son choix. Elle ne le voyait pas du tout comme un moment dramatique, plutôt comme un départ, un peu comme un départ en vacances. L'image est un peu particulière, mais c'est aussi un peu paradoxal, mais je l'ai presque jamais vu autant en forme que depuis qu'elle a annoncé qu'elle allait décéder. Toute sa vie, Chantal Donzé s'est moquée des conventions et du qu'en dira-t-on. Cette féministe engagée à gauche avait plus la fibre culturelle que maternelle. Pendant 20 ans, elle s'est plainte de problèmes de santé au point d'évoquer régulièrement Exit. C'est quelqu'un qui avait un besoin de liberté considérable. En fait, cette fin était à l'image de toute sa vie. Elle avait besoin, comme ça, de faire les choses jusqu'au bout et quelque part jusqu'à l'extrême. Donc cette sortie était à l'image du reste. Et elle vivait encore chez elle, en gérant tout. Donc oui, elle aurait pu vivre quelques années. Après, je crois qu'au bout d'un moment, elle était fatiguée de vivre et fatiguée de souffrir. De mettre un terme à sa vie, c'était quelque chose, c'était vraiment pour elle ce qu'elle voulait à ce moment-là, vraiment, au plus profond d'elle-même. C'est que ça demande quand même un certain courage de faire ça. Certains diront que c'est de la lâcheté. Moi, je vois plutôt ça comme du courage. En 2023, Exit a accompagné vers la mort 1756 personnes, dont 504 en Suisse romande. Aujourd'hui, le suicide assisté représente un peu plus de 2% des décès. Reste qu'en 10 ans, leur nombre a plus que triplé. Et comme Chantal, il ne s'agit plus forcément de malades en phase terminale. De quoi déstabiliser certains proches. 2 jours avant, on mangeait ensemble et tout s'est très bien passé. Et comme c'était la saison des carousels à la Chaux-de-Fonds, elle a demandé encore d'aller faire un tour en carrousel. C'était totalement hallucinant par rapport au fait qu'elle allait mourir quelques jours après. J'insiste sur ce terme, c'est complètement irréaliste. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est inimaginable. Et ça, effectivement, j'en avais contre Exit qui, en fait, ils permettent ça. Et ça, j'étais en colère. Je les voyais un peu comme des anges de la mort qui viennent, qui vous aident, voilà. C'est la grande faucheuse
qui vient vous chercher. Et je me suis dit, mais de quel droit qui sont-ils, ces anges de la mort, à la limite des serial killers, quelque part, qui viennent comme ça prendre la vie des gens avec une charte plus ou moins bien ficelée. Malgré les apparences, Chantal souffrait bien de douleurs invalidantes causées par des maladies chroniques. Mais au fond, quelles sont les pathologies qui justifient un suicide assisté? Que dit la loi à ce sujet? Eh bien, rien, parce qu'il n'y a pas de loi. Notre code pénal précise juste que pratiquer son motif égoïste, l'aide au suicide n'est pas poursuivie. La personne doit être dotée de discernement et s'administrer elle-même le produit létal. Dans la pratique, ce sont les associations comme Exit qui fixent les critères. Et en 10 ans, ceux-ci ont évolué. Après les maladies incurables, il y a aujourd'hui les souffrances que la personne juge intolérables et les polypathologies invalidantes dues à l'âge. Un critère que Gabriella Jaunin, coprésidente d'Exit Suisse romande, avait à l'époque combattu. Moi, je partais du principe qu'une personne âgée, elle prend de l'âge, elle a des petits bobos par-ci, par-là. Et pour moi, ce n'était pas suffisant pour qu'on puisse faire un accompagnement au suicide. Et aujourd'hui, je me rends compte que ces personnes, elles sont vraiment dans une grande souffrance. Une personne âgée qui perd la vue, qui devient sourde, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus s'habiller, se lever. Je comprends totalement et aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse aider ces personnes-là. Est-ce que Exit, c'est bientôt un self-service? Oula, non. Non. Il y a quand même un dossier à déposer. Chaque demande est quand même bien contrôlée, bien structurée. Non, c'est pas du tout un self-service, fort heureusement. Mais parfois, on oublie qu'un suicide assisté, ça fait aussi des victimes collatérales. Les proches. C'est clair, moi je dis toujours, la personne qui a pris la décision, elle est dans sa bulle, elle a réfléchi à tout ça. Pour l'entourage, même si elle sait, si l'entourage est au courant que la maman, le papa ou le frère ou la sœur est membre d'Exit, quand ça devient concret, c'est autre chose. C'est vraiment un tsunami pour beaucoup de personnes. Donc on doit aussi être vigilant par rapport aux proches. Dans les faits, cela dépend des pratiques de chaque accompagnateur. Et si une personne refuse d'informer ses proches, Exit gardera le secret. C'est ce qui a bien failli arriver à Emmanuel Egère. Votre père s'est suicidé donc avec l'aide d'Exit en 2018. Si je peux me permettre cette expression, il a failli vous fausser compagnie sans vous prévenir. C'est exact. En fait, il a lu un article je ne sais plus dans quel journal, La Tribune, je crois, qui parlait d'Exit et qui disait que les personnes qui n'annonçaient pas, c'était lâches. Il m'a dit, moi, je ne suis pas lâche. Donc, après, il nous a annoncé ça. De nouveau, c'est aussi un peu une boutade, parce qu'on mangeait avec lui au restaurant, avec ma fille et mon mari, et il nous a dit un peu, je pars pour un grand voyage. Et puis on a dit, ah bon? J'étais là, ok, sympa. Oui, mais je ne reviendrai pas. Et puis là, et puis il nous a dit, qu'est-ce que tu entends par là? Et puis là, voilà, il nous a expliqué qu'il allait faire Exit. Puis là, c'est moi, je lui dis, tu peux pas partir. Parce qu'il dit, dans 2 semaines, c'est fait, ou quelque chose comme ça. Je lui dis, écoute, tu peux pas faire ça comme ça. Tu dois attendre que mes frères et sœurs puissent venir, parce qu'ils vivent à l'étranger. Une attitude pour le moins désinvolte et qui en dit long sur les relations familiales. C'était quelqu'un qui était très charismatique. Tout le monde l'adorait. Mais c'était quelqu'un de très colérique avec nous. Et pas très facile comme père. Voilà. Avec le temps, c'était plus facile. Plus la vieillit, plus on a pu un peu... En tout cas, moi, j'ai pu un peu reconnecter. Et puis on avait une belle relation à la fin. Avec son épouse, Dominique Egère entretenait aussi une belle relation. Ils travaillaient ensemble dans leur bureau d'architecture.
Ces Genevois partageaient aussi une même passion pour la montagne. Le décès de Françoise, après une longue maladie, l'a dévasté. C'était trop dur pour lui de ce qu'il avait vécu, d'accompagner ma mère en fait. Et le fait qu'elle ait fait son choix, elle, c'était d'attendre que ça vienne quand ça vienne, pas de faire avec Exit. Ça, il a trouvé insupportable. C'est pour ça que lui, il a dit, moi, je ferai pas ça. Ses enfants ont compris et respecté son choix. À 79 ans, il souffrait de la maladie de Crohn et des suites d'un cancer des intestins. Mais la manière leur a laissé un goût amer, le sentiment de compter un peu pour des prunes. Ma sœur vit au Canada, mon frère aux États-Unis. Ils sont venus avec leur famille. Il y avait des repas de famille, il y avait des rencontres et tout ça, mais mon père n'était pas très disponible en fait pour passer du temps avec eux tout seul. Il était un peu lui dans une sorte d'euphorie. Il voyait des amis, il voyait les familles de chaque côté, du côté de ma maman et de son côté. Et il était assez un peu fanfaron comme ça. Il disait on va se faire. Il buvait des coups, il était un peu pété, il était super content. Enfin, et puis il n'a pas pris vraiment du temps pour passer un privilégié en fait avec mon frère et avec ma sœur, ce que je regrette beaucoup. Puis eux aussi. Est-ce que vous avez assisté à son départ? Non. Mais dès le début, je lui ai dit que je ne viendrais pas. Et lui, il ne voulait pas qu'on vienne de toute façon. Mes frères et sœurs voulaient être là, mais lui, il a dit non. Il était avec ses amis. Et puis, non, moi, je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas... je voulais pas avoir cette image de lui qui s'endort et puis qui ne se réveille pas. Je crois qu'il voulait pas... Il a dit, je ne veux pas de pathos. Donc... il voulait avec des gens qui ne pleurent pas. Puis comme un apéritif, voilà, il a fait un apéritif avec ses amis. Et puis après, il a pris sa potion. C'était comme quelque chose de normal pour lui. Sauf qu'il se rendort, il allait comme se faire une petite sieste après l'apéritif, puis qu'il ne se réveillerait pas. Parfois, le suicide assisté, c'est un peu après moi le déluge. Le père d'Emmanuel avait planifié sa mort sans réfléchir à la suite. On est tous partis en montagne et on a été avertis par ses amis qu'il était effectivement décédé et qu'il fallait que la famille appelle les pompes funèbres. Et là, on était un peu démunis parce qu'on était très loin, on était à 1h30 de Genève. Et on dit, on ne peut pas être là, on peut pas être là. Donc c'est vrai que c'était un peu problématique. Qu'est-ce que vous inspire quelqu'un qui planifie sa mort juste dans le moindre détail et ne se préoccupe pas, ensuite, ne serait-ce que par respect pour ses proches, de ce qu'on va faire de son corps? Mais de nouveau, je pense qu'il a un peu fait... ça, c'est vrai que c'est après moi le déluge, un peu. Il a fait son truc, et puis... je ne sais pas si c'était... il a préparé certaines choses, mais je pense que ça, il n'a même pas pensé. La maman d'Emmanuel avait quant à elle choisi une fin très différente de son mari. Atteinte de la maladie de Parkinson, elle a passé le dernier mois de sa vie à l'hôpital, aux soins palliatifs. On s'est relayés jusqu'à la fin de sa vie, en fait, pour être avec elle, nuit et jour. Et c'était dur, mais peut-être plus facile parce qu'on ne savait pas quand ça allait arriver. Elle était super heureuse, en fait, d'être avec ses enfants, et ses petits-enfants, et sa famille. Et tout le monde venait faire discuter, jouer de la musique. C'était assez sympa, en fait. Et elle est partie quand elle est partie, quoi. Et c'est vrai que c'était plus facile. C'est un peu bizarre, mais pour moi, c'était plus facile. Pas évident pour les proches de gérer le compte à rebours d'une mort annoncée. Mais le suicide assisté peut aussi être un tsunami pour les accompagnateurs, y compris les plus chevronnés. Pierre Beck l'a appris à ses dépens. Cet ancien médecin conseil et vice-président d'Exit Suisse Romande a accompagné quelques 200 personnes, dont 5 couples. Parmi eux, Francis et Carmen Thévenon,
décédé en 2017 à l'âge de 85 et 86 ans. Des gens discrets dont l'histoire fera pourtant la une de l'Illustré. Architectes, sans enfants, ces jeunes voix avaient sillonné le monde. Un couple solaire et fusionnel jusque dans la mort. Je les ai connus en 2015, lorsqu'ils ont fait leur demande. Je leur ai expliqué que dans le cas d'un couple, il fallait une déposition devant un notaire. Ils l'ont fait quelques mois plus tard. Et Francis était très malade puisqu'il avait une leucémie. Les derniers temps, il avait 2 transfusions sanguines par semaine. Sinon, il ne pouvait plus fabriquer son propre sang. Il me disait, on a toujours tout fait ensemble. On s'est connus à l'adolescence, à 15 ou 16 ans. On est encore là, à l'âge très avancé. Et on a décidé toujours, et on s'est promis de mourir ensemble. Carmen, elle, était en bonne santé. Et Pierre Bec ne l'a jamais caché. Mais pour le ministère public genevois, il y a des limites à ne pas franchir. Il se saisit de l'affaire et inculpe Pierre Bec. En tant que prescripteur du pentobarbital, la potion létale, le médecin n'aurait pas respecté les directives déontologiques de sa profession. Comment le docteur Bec justifie-t-il son acte ? Je respectais profondément sa demande, sa volonté de mourir en compagnie de son mari. Elle l'a dit à son propre médecin traitant, qu'il a relaté lors de la procédure pénale. Elle l'a dit à ses amis, à sa sœur, que si on ne l'aidait pas, elle se suiciderait par défenestration. Et elle le disait avec tant de détermination et à tant de personnes différentes, sans varier du tout, qu'on savait qu'elle le ferait. Et pour moi, c'était insupportable l'idée que j'avais sous la main un produit qui allait aider son mari et que j'allais la priver, elle, d'une mort paisible, sereine, digne, et qu'elle devrait ensuite se débrouiller toute seule. Condamné à une peine pécuniaire, le docteur Bec fait recours au tribunal fédéral qui casse le verdict. Début 2023, il est blanchi par la justice genevoise. Mais c'est au tour du ministère public de faire recours au tribunal fédéral, verdict probable, mi-mars 2024. Un verdict important et pas uniquement pour le médecin. Son acquittement pourrait faire de la souffrance existentielle un nouveau critère pour une aide au suicide. Oui, on aura reconnu que la souffrance suffit. Et sans que la souffrance soit qualifiée par une maladie, un handicap, une invalidité particulière. Pour vous, il suffit d'être fatigué de la vie ? Oui, oui. Et d'avoir une bonne raison pour l'exprimer. Si quelqu'un a 30 ans et a perdu beaucoup d'argent, ou l'argent de ses amis, ou a eu une déception amoureuse, on n'entre pas en ligne de compte, alors que la souffrance est là. On ne pourrait pas faire partager à une majorité de la population l'idée que ces personnes méritent d'être acceptées par Exit. Pour vous, elle le mérite ? Non, je ne crois pas. À 30 ans ou à 40 ans, on peut encore avoir une moitié de sa vie devant soi et corriger les erreurs qu'on a commises, soit financières, soit amoureuses, et la vie repart. Par contre, je suis attaché à l'idée d'une vie accomplie, pour reprendre les termes de Galichet, le philosophe français, qui pense qu'à partir de 75-80 ans, on peut considérer qu'une personne a une vie accomplie si elle-même pense que c'est le cas. D'abord solidaire, Exit Suisse Romande refusera de soutenir son vice-président lors de son recours au tribunal fédéral. Fâché, pour ne pas dire blessé, Pierre Bec a démissionné de ses fonctions au sein de l'association. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, je l'ai dit d'ailleurs en cours de justice. Je ne regrette rien et
en qualité de médecin, ayant la possibilité d'aider quelqu'un à mourir paisiblement et dignement, je n'ai aucune raison de reconnaître un tort à cet égard. En transgressant les règles de sa propre association, le docteur Beck voulait aussi faire évoluer les mentalités. Mais pour Exit Suisse romande, cette provocation aurait pu mettre leur crédibilité et donc leur existence en danger. Il a voulu bousculer les choses pour qu'on puisse aider justement ces couples-là. Mais il est clair que là, il a franchi le cap où il a aidé une personne en bonne santé. Il aurait mis polypathologie sur le protocole et puis il n'y aurait pas eu toutes ces histoires. S'accrocher au règlement, pour vous, c'est important? Oui. Oui, c'est primordial. Gabriela Jonin sait de quoi elle parle. Elle a elle-même été confrontée à une situation dramatique. Celle d'un autre couple marié depuis 60 ans et déterminé à mourir ensemble. Pas assez atteint dans sa santé, le mari s'était vu refuser ce droit. Madame a donc pu boire sa potion. Et elle a bu la potion, mais que la demi-potion. Et elle a déposé son verre sur la table. Et moi, par le réflexe, j'ai été ramasser le verre en disant, en le prenant, et le monsieur me dit, vous me faites pas confiance. Et j'ai dit, écoutez, là, en l'occurrence, non, parce que je sais ce que vous souhaitez faire, je ne peux pas vous laisser faire. Donc c'est vrai que j'ai pris le verre en main et je l'ai rangé, en fait. Le plan A n'ayant pas fonctionné, le mari est alors passé au plan B. Juste après le décès de son épouse, il s'éclipse discrètement, se rend au garage et se tire une balle dans la tête. Il avait tout préparé, tout prémédité. Il avait calfeutré la pièce avec des coussins de jardin. Et puis moi, ce qui m'avait profondément choquée aussi, c'est que 2 corbillards sont arrivés après. Donc pour lui, c'était une évidence qu'il allait s'en aller le même jour que son épouse. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été un gros choc, un traumatisme, et j'y pense tous les jours. Il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Et voilà, je suis très triste de comment il a dû s'en aller, alors que c'était un couple, plus de 60 ans de vie commune, qui souhaitait mourir main dans la main. Mais si c'était à refaire, je referais pareil. Faut-il reconnaître la souffrance existentielle? Dans de nombreux pays, la question ne se pose même pas. L'aide au suicide est tout simplement interdite. C'est le cas en Angleterre, en Italie ou en France. Résultat, chaque année, des centaines de personnes viennent mourir en Suisse. Parmi elles, le père d'Antonio Storione, décédé à Zurich en janvier 2019, il avait 86 ans. Vincenzo Storione avait quitté le sud de l'Italie direction Genève dans les années 50. Ce père de famille menait une vie simple, rythmée par le travail. À la retraite, il s'installe en France voisine avec son épouse Angela. Suite à un cancer du côlon, il devra subir une série de chimiothérapies à l'hôpital d'Annecy. Durant un rendez-vous, il a entendu des personnes qui criaient, vraiment, qui criaient à la mort. Et il a dit au médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Et dit malheureusement, monsieur Storione, les 2 personnes que vous entendez crier sont en fin de vie. Il leur reste quelques heures ou quelques jours à vivre. Et mon père était surpris. Il a dit, mais comment on peut laisser ces gens dans cet état-là? Et il a dit, moi, je veux pas en arriver là si la maladie continue à évoluer. Et il a dit, non, moi, il faut que je trouve une solution. Le plan A, c'était survivre, et le plan B, c'était partir avec Dignitas. Pendant 5 ans,
Vincenzo Storione s'accroche à la vie presque au-delà du supportable. Il repoussera même 2 fois la date de son suicide assisté avant de se résoudre à entreprendre un voyage sans retour, direction Zurich. Les douleurs étaient tellement fortes que quand on touchait son corps, il criait. Et il était assis sur une sorte de donut sans mousse pour pas que ça touche le siège et puis qu'il ait mal. Et heureusement qu'il y avait ce donut sans mousse, autrement il n'aurait jamais supporté le voyage. Moi j'étais à l'arrière avec mon père. Et durant le voyage, je le regardais souvent parce que je savais que je ne le verrais plus. Je lisais sur le visage de mon père qui souffrait. Et j'ai fait encore quelques photos. Il s'est retourné, il m'a regardé. Il n'a pas dit un mot durant le voyage, comme d'habitude. Et puis quand il m'a regardé, il a rien dit. Il a compris que j'avais besoin d'avoir un souvenir. C'est dans cet hôtel, si dans une zone industrielle de la banlieue zurichoise, que Vincenzo Storione passera sa dernière nuit. À 2 reprises, le médecin conseil de Dignitas viendra toquer à sa porte pour s'assurer de son désir d'en finir. Ça a été aussi assez pénible pour mon père, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait encore, la veille et le matin, de nouveau répondre « je veux mourir, je veux mourir, je veux partir, je ne veux plus souffrir ». Et voilà, c'était encore une pénibilité de plus, et il n'avait pas besoin de ça. Mais bon, voilà, c'est le protocole. C'est ici, dans l'appartement de Dignitas, que Vincenzo Storione, entouré par ses 3 fils et son épouse, vivra ses derniers instants. Deux accompagnatrices sont là pour l'assister. Encore des papiers à signer, puis il pourra s'allonger définitivement sur ce lit après avoir avalé par précaution un antivomitif. Et c'est là que ma mère, qui se trouvait à environ 5 mètres de lui, l'a salué de la main. Lui, il a fait pareil, et lui, il a dit « Ciao, bella ». Excusez-moi. Et ma mère a répondu « À bientôt ». Et elle est partie dans une autre pièce. Et moi, je tenais la main de mon père juste après qu'il ait bu le 2e verre. Et j'ai vu que gentiment, donc la respiration, le mouvement diminuait. Et au bout de 22 minutes, je suis précis là-dessus, 22 minutes, eh bien, il n'y a plus rien. Donc le mouvement s'était arrêté et je savais que mon père avait cessé de respirer et qu'il était sûrement mort. Le père d'Antonio a choisi de faire don de son corps à la science. Pas de funérailles, pas de sépulture où se recueillir. Mais dans la famille Storione, le choix d'un papa, ça ne se discute pas. En tant que citoyen suisse, ce qui choque Antonio, c'est l'intransigeance de certains pays. Je n'arrive pas à comprendre qu'en France, on ne puisse pas avoir les mêmes possibilités. Pour moi, c'est inadmissible.
les personnes qui ne comprennent pas ça, quelque part, j'ai envie de leur dire, mais si vous vivez cette expérience, peut-être que vous allez comprendre. Parce que c'est déjà compliqué pour la personne malade de supporter ces douleurs. Et en plus, on leur impose un voyage de plusieurs heures en voiture. En plus, ça a aussi un coût. Sauf erreur de ma part, ça a coûté entre 10 et 12 000 francs. Heureusement, mes parents pouvaient se le permettre. Enfin, mon père pouvait se le permettre. Il faut vraiment que dans chaque pays, on puisse avoir le droit de mourir avec dignité sans être encore obligé de faire tous ces kilomètres. C'est pas normal. Au siège de Dignitas, des histoires comme celle de la famille Storione remplissent des classeurs entiers. Et pour cause. C'est l'une des 5 associations d'aide au suicide qui, contrairement à Exit, accepte et se concentre sur les étrangers. Ici, on est parfois confronté à la colère de proches, sidérés par la pratique très libérale de la Suisse en la matière. Mais Sylvain Louley défend farouchement le droit de chacun à l'autodétermination. Nous sommes convaincus que personne ne veut mourir. Les gens ne veulent plus vivre comme ça, dans une situation qu'ils estiment insupportable. Leur qualité de vie ne correspond plus à leurs attentes, à leurs souhaits. Donc la première question à se poser, c'est que pouvons-nous faire pour améliorer leur qualité de vie ? Et ça, c'est de la responsabilité de l'État et de la société en général. Peut-on faire quelque chose pour améliorer la situation de cette personne, pour qu'elle retrouve une qualité et une envie de vivre ? Dans le cas contraire, elle doit avoir la possibilité de mettre fin à sa vie et à ses souffrances d'une manière sûre, légale, encadrée et soutenue par des professionnels. Sinon, il y a un risque réel que cette personne tente de mettre fin à ses jours. Actuellement, Dignitas, comme les autres associations, accompagne vers la mort uniquement des adultes. Et le processus peut prendre du temps. Pas question de faire n'importe quoi. Vous le savez certainement, chaque suicide assisté est examiné par le procureur, la police et le médecin légiste. Notre travail est constamment supervisé et vérifié. En Suisse, nous avons un cadre légal et il suffit pleinement. Andreas Brunner, ancien procureur du canton de Zurich, a quant à lui toujours été favorable à une loi sur le suicide assisté, et aujourd'hui plus que jamais. Une manière, selon lui, d'accompagner au mieux l'évolution des mentalités. Vous pouvez fonder demain une association d'aide au suicide et y aller. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a aucune limitation. Je pense qu'on devrait élaborer une loi qui se concentre sur les points importants, sur l'essentiel, et ce au niveau fédéral, avec la possibilité de régler, d'adapter régulièrement, par le biais d'ordonnances, certains aspects qui peuvent évoluer. Si on tient compte du fait que par rapport aux années 90, beaucoup plus de personnes choisissent de recourir au suicide assisté, nous avons besoin de régler certaines choses. Quid du suicide des couples, des maladies psychiatriques. Cela me semble important. Quid des enfants et des adolescents. Autant d'aspects à régler, sans parler des questions qui concernent les accompagnatrices et accompagnateurs. Autre question cruciale, comment respecter la volonté des patients atteints d'Alzheimer ou de démence ? Légalement, pour demander une aide à mourir, le seul critère est de disposer de sa capacité de discernement. Et chez ces patients, celle-ci peut être attestée par des expertises psychiatriques, du moins à un stade précoce de la maladie.
retour à Genève, chez le docteur Beck et son épouse. Le couple avait prévu de mourir ensemble par suicide assisté. Et leurs 2 enfants s'y étaient préparés. Je trouve que l'idée est belle. Laisser l'un des deux en arrière à se débrouiller seul, même dans le meilleur EMS, ce ne sera jamais comme avant. Donc, c'est une certaine cohérence aussi par rapport au couple que j'ai aidé. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas notre tour désormais. Pourquoi? C'est mouillé. C'est mouillé et c'est à laver. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est des capsules à recycler. Le couple avait même tout planifié. Mais la maladie de son épouse Marguerite, 81 ans, rend désormais la chose impossible. Tu pourrais mettre la table. C'est une démence vasculaire. Donc c'est distinct d'une maladie d'Alzheimer. C'est la destruction de la matière grise du cerveau par de nombreux petits infarctus, avec des troubles de l'expression vocale, de l'écriture, du dessin. Elle peignait, elle dessinait beaucoup, elle ne peut plus créer de ses mains, comme elle ne peut plus prononcer plus que quelques mots à la suite. On avait entamé les démarches auprès du médecin traitant et de la psychiatre traitant de ma femme. Et il y a 2 ans, elle était encore reconnue comme pleinement capable de discernement. 2 fois, on a fait des papiers, tout était prêt, mais on laisse un peu traîner les choses et la situation de santé s'est détériorée assez vite et on a reconnu que ce n'était plus possible. Comme beaucoup de proches concernés, Pierre Beck plaide donc pour que les droits des patients atteints de démence soient respectés. Mais pour ça, il faudrait légiférer. Une fois qu'une personne a de son vivant, quand elle était encore capable de discernement, dit qu'elle ne voulait pas mourir autrement que par une aide au suicide, je trouve révoltant que cette personne se voit privée de ses droits alors qu'elle est la même personne, mais que son état psychique a changé, la rend désormais incapable de confirmer sa décision. Mais donc son état s'aggrave lentement, inexorablement, et probablement que la décision se fera par la nature, dans un délai que je ne connais pas. Aujourd'hui, certaines personnes souffrant de démence ou d'Alzheimer anticipent leur départ, quitte à se priver de beaux moments de vie. Une situation que même la coprésidente d'Exit juge insatisfaisante. Ce qui est très dur, surtout, c'est pour les proches qui vivent autour de ces personnes, parce que c'est ces personnes-là qui doivent dire « Attention, ton état se dégrade, si tu veux mourir avec l'aide d'Exit, il faudra que tu prennes une décision assez rapidement. » Donc pour l'entourage, c'est très très lourd. Au fond, est-ce que c'est juste de laisser ce poids sur la famille? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, j'aimerais qu'on puisse aider ces gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, qui le souhaitent, qui ont rédigé des directives anticipées. Je trouve que ces personnes-là, on devrait pouvoir les aider si c'est noté noir sur blanc. On ne peut pas négliger ça. Aujourd'hui en Suisse, plus de 200 000 personnes sont membres d'Exit. Parmi eux, il y a ceux qui choisiront le suicide assisté et ceux à qui on refusera ce droit. Et puis, il y aura leurs proches qui devront apprendre à vivre avec ça.